raconté à Emelka, les auberges de Cambrousse sont toujours pleines de surprises. Dame Camélia m'a raconté qu'une fois, elle a entendu un yop redemander du râpe de cafard dans sa soupe parce qu'il aimait bien le côté croustillant. Mais franchement, le feu de camp, la belle étoile, tout ça, c'est quand même plus l'aventure que l'auberge, non? Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et c'est la comédienne Adeline Chetaille qui est avec moi. Jean-Guy, bonjour à toi. Bonjour, ça va? Très bien. Et donc, avant de commencer avec les questions, je vais te laisser te présenter un petit peu de manière générale, un peu ce que tu fais. Alors je m'appelle Adeline Chetaille, j'ai 30 ans, je fais du doublage de voix en tant que comédienne depuis l'âge de 7 ans. Et dans le doublage de voix, il y a aussi jeux vidéo, voice-over, documentaire, dessin animé, voilà, des tas de choses. D'accord. En gros. Très bien. Donc, comme tu l'as précisé, tu fais beaucoup de doublage, c'est ça qui va nous intéresser. Je voudrais savoir en premier lieu ce qui t'a amené dans ce milieu et qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette activité. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, j'ai fait une pièce de théâtre quand j'étais enfant. Et par la suite, j'ai demandé à mes parents de continuer. Donc, j'ai été inscrite dans une agence de casting. J'ai tourné quelques films, téléfilms. J'ai aussi fait de l'animation sur Disney Club le dimanche matin. Un peu par hasard, en fait, il y a une amie de mes parents qui leur a parlé de sa fille qui faisait un peu de doublage. Et ils cherchaient pas mal de voix d'enfants, en fait, parce que c'est assez rare. Et comme moi, j'étais déjà enfant du spectacle, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait ma première petite phrase dans Bambi, la remasterisation. Et puis par la suite, j'ai continué à travailler jusqu'à en faire mon métier réellement je dirais vers mes 14-15 ans. Voilà. D'accord, oui. Oui, il y avait une deuxième question. Une autre question. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette activité ? Je fais des réponses à rallonge, alors forcément. Qu'est-ce qui m'attire le plus ? Ce qui m'attire le plus, c'est la diversité des rôles auxquels j'ai accès. D'accord. Ouais. Voilà. J'ai essayé de faire une petite réponse. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Comment s'organise grossièrement une journée type dans le doublage ? Dans ton cas, toi, par exemple. Une journée type, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est chaque jour différent. Mais de manière générale, donc, il faut préciser que je suis intermittente du spectacle. Donc, je suis pas salariée, je vais pas tous les jours au même endroit, je fais pas tous les jours la même chose. Et parfois, je peux rester longtemps sans être contactée. Mais c'est assez rare, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, heureusement. Donc une journée type, ça va être, on va m'appeler un petit peu en avance, on va me dire est-ce que tu es libre tel jour, telle heure. Je vais dire oui ou non. Et si je dis oui, donc j'arrive au studio. Alors je peux être convoquée à 9h30 du matin, parce que généralement une séance commence à 9h30, mais je peux aussi être convoquée, par exemple hier j'ai travaillé à 18h15. D'accord. Donc voilà. Donc j'arrive, on m'explique quel va être mon personnage, sur quoi on travaille. Voilà, je sais pas forcément à l'avance sur quoi je vais travailler, sauf si c'est quelque chose de récurrent comme une série par exemple. Donc voilà, on m'explique et ensuite je regarde la première scène et j'y vais. D'accord. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit terminé et qu'on me dise c'est fini, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Comment est-ce que tu abordes un doublage et comment fais-tu pour te mettre dans la peau d'un personnage ? Ça rejoint très bien ce que je disais juste avant. Voilà. C'est qu'il n'y a pas vraiment de préparation, à part si on m'a donné des indices, parce que parfois certains directeurs artistiques me disent voilà, je travaille sur tel projet, oui, parfois ils me disent sur quoi ça va être. Donc si je connais pas le projet, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur internet, télécharger le film de manière illégale. Ce genre de choses pour me renseigner. Et puis si j'ai pas trop d'infos, je vais essayer de travailler un peu mon rôle en regardant des films similaires par exemple, des choses comme ça. Voilà, mais a priori il n'y a pas vraiment de préparation. Voilà, on arrive et on est un peu mis devant le fait accompli.
Très bien. Par rapport à l'animation, surtout l'animation japonaise, quelle est ta technique toi pour aborder l'écart de langue qu'il y a entre les deux? Alors après, ça dépend. Si on parle de manga, par exemple, c'est un exercice qui est un peu difficile parce que c'est souvent très exagéré en japonais. Et surtout pour le type de rôle qu'on me donne, c'est-à-dire souvent des petites nanas un peu kawaii aux voix aiguës. Et parfois en japonais, pour nous, l'oreille française, c'est un peu désagréable comme type de voix ou de jeu. Donc il faut essayer la technique, c'est de conserver la correspondance avec l'image, mais peut-être en faire un peu moins. Voilà, moi j'essaie toujours d'atténuer un peu et de garder, par exemple, pour un personnage très comment expliquer, très kawaii, je sais pas trop comment dire autre chose, mais voilà, dans certaines séries, je fais une fille, par exemple, qui peut être un petit peu naïve, avoir une forte poitrine et parler comme ça, voilà. Donc, pour éviter d'enfoncer le stéréotype, je vais essayer de la rendre la plus mignonne possible. Voilà. D'accord. Attachante, quoi, pour pas qu'elle soit insupportable. D'accord. Mais là, c'est pour les techniques de manga. Après, quand on parle de films d'animation, tels que les films de Miyazaki, par exemple, la technique est pas vraiment différente de l'anglais, sauf qu'on comprend pas. On comprend moins, en tout cas, sauf si on parle japonais, ce qui n'est pas mon cas. Mais dans le timbre de la voix, dans les phrases, on ressent quand même les émotions. Et c'est ça qu'on va transcrire, en fait. C'est à ça qu'on s'attache. Et c'est aussi comme ça, par exemple, la petite préparation que je peux avoir pour mon rôle, c'est une préparation assez immédiate. C'est regarder la scène, en tirer, comprendre toutes les émotions du personnage et essayer de les retranscrire. D'accord. De ton expérience, est-ce que le rythme de production des doublages, c'est un facteur qui te gêne peut-être dans ta façon de travailler? Parce que bon, on sait que depuis quelques années, ça va de plus en plus vite. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te gêne? Non, sauf quand c'est vraiment extrême. C'est-à-dire quand on n'a vraiment pas le temps de travailler. Et du coup, ce qui est un peu gênant, c'est de sortir de la séance en se disant j'aurais bien aimé travailler plus cette scène-là ou cette scène-là, et j'ai pas donné tout ce que je voulais parce que j'ai pas eu le temps. Et ça, c'est un peu triste. Mais de manière générale, je comprends qu'on ait des rythmes de travail qui doivent être accélérés. Après, moi, ce qui me gêne plus d'un point de vue technique, alors là, je vais entrer dans un côté très technique, c'est maintenant, de plus en plus, on travaille sur des produits qui ne sont pas terminés. Parce que les délais, on se rapproche de plus en plus des sorties américaines, par exemple. Et donc, on travaille sur des images qui ne sont pas les bonnes, par exemple, ou qui sont simplement grises, barrées avec plein de trucs. Bon, après, c'est aussi pour des questions de sécurité, plein d'inscriptions, ou un son qui n'est pas terminé non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments. Nous, quand on réécoute, par exemple, on n'entend que le son seul, de plus en plus souvent, sans avoir les bruits extérieurs de l'enregistrement, ce qu'on appelle, nous, la VI. Oui. Voilà, donc ça c'est très handicapant parce qu'on passe forcément à côté de certaines choses, parce qu'on ne voit pas bien, on n'entend pas bien, et on ne peut pas se rendre compte. Donc là, c'est plus... concernant les délais, c'est plus ça qui me dérange. C'est pas le rythme de travail qui me dérange, c'est le fait de ne pas avoir tout en main pour rendre un produit fini. Et je comprends pas trop, en fait, pourquoi on nous donne ce genre de matériel pour travailler, sachant que le résultat sera pas à la hauteur des espérances et que ça implique forcément des réenregistrements, donc d'autres frais. Donc je comprends pas la logique, en fait. Alors qu'on pourrait tout bien faire d'un coup. C'est ça, dans les bonnes conditions et avec tout ce qu'il faut, quoi. D'accord, ouais. Je voulais savoir si tu avais eu des comédiens, par exemple, qui t'ont donné peut-être des clés ou des conseils particuliers dans ta manière de travailler dans un doublage, et peut-être des conseils que tu pourrais donner toi à des gens qui voudraient se lancer peut-être dedans, ou même si tu avais je sais pas, des gens à qui tu voudrais donner des conseils, qui étaient avec toi sur plateau, je ne sais pas. Alors, les gens sur le plateau, je me permettrais pas. C'est pas très bien vu, en fait.
Ouais. C'est le directeur artistique qui gère. Oui. Donc, il y a une espèce de hiérarchie, un respect à avoir, et on se mêle pas trop du travail des autres. Après, si c'est des gens qu'on connaît bien, on peut se permettre de temps en temps, et ce qu'on fait pour moi aussi, de dire là, je crois que tu t'es trompé sur un mot, ou là, tu vois, il y a un arrêt à cet endroit dans la phrase, des choses comme ça. Mais après, des conseils en général, comme ça, j'ai pas vraiment de nom. J'ai plein de collaborations qui ont été super et plein de comédiens avec qui j'adore travailler. Mais je pourrais pas dire que l'un ou l'autre m'a plus marqué. Parce que pour moi, c'est tellement ancien en fait. C'est pas comme si j'avais démarré il y a. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y repense. Ouais, ça donc fait un petit moment quand même. j'ai grandi là-dedans. Bah ouais, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans de carrière. Donc, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viendrait. Après, pour la deuxième partie de ta question, des personnes qui voudraient se faire ce métier, je pense qu'on a déjà dû te le dire et je pense que c'est une information qui circule que, en fait, moi, par exemple, je suis un peu un cas à part parce que le doublage de voix est pas considéré comme un métier à part entière. Alors, personnellement, je ne fais que ça, mais c'est quelque chose d'assez rare. Souvent, les comédiens sont vraiment des comédiens, en fait. Il n'y a pas de vrais ou de faux comédiens, mais ils font aussi du théâtre, ils font aussi, ils tournent, et ils ont déjà une formation de comédien avant de faire du doublage. Et c'est très difficile d'entrer dans ce milieu, dans le milieu du doublage, qui est un milieu fermé, sans avoir d'expérience. À moins, éventuellement, d'être très jeune, comme moi, et d'avoir l'instinct et d'avoir j'allais dire le talent inné, mais après c'est un peu comme si je me lançais des fleurs à moi-même, mais il faut quand même vite choper le truc et puis aimer ça. Mais c'est difficile d'entrer dans ce milieu juste en étant un fan, entre guillemets, et de dire ah bah tiens, moi je suis fan de telle série, j'aimerais trop faire une voix dedans. Oui. En fait, ça n'existe pas malheureusement. Oui. Il peut y avoir peut-être, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un et faire une petite phrase à un moment donné, mais vous pourrez pas en faire votre métier comme ça, en fait, si facilement. Donc ça, c'est le conseil principal. J'ai souvent la question, par exemple sur Facebook, j'ai souvent des personnes qui me contactent, des ados, des jeunes qui ont envie de faire ça et qui savent pas vraiment quelle est la réalité de ce métier, en fait. Donc, qui voient ça d'un côté un peu paillette, en disant ah c'est génial, j'ai envie de faire ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une belle voix, par exemple, ou de savoir faire des imitations, ou d'être fan. Voilà. Donc le principal conseil, c'est ça, c'est si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, intéressez-vous tout simplement au métier de comédien. Voilà. Pour commencer. Est-ce qu'il t'arrive à toi ou peut-être même à d'autres, enfin aux comédiens en général dans le doublage, de prendre des libertés peut-être sur un dialogue ou une interprétation, voire même par rapport au script qu'on te fournit? Si oui, est-ce que cette liberté est peut-être plus accessible sur un support qu'un autre? Et ou est-ce que c'est très strict, faut vraiment suivre bien carré le script, tout ce qu'on te donne pour faire ton doublage? Alors, j'ai remarqué au fur et à mesure des années que c'était de plus en plus strict. Parce que les textes sont souvent validés à l'avance par les clients et corrigés à l'avance par les clients. Quand je dis client, par exemple, ça peut être si on fait un téléfilm pour TF1. Ce sera TF1. Voilà. Donc à partir du moment où le texte a été déjà vérifié et corrigé, si on change quelque chose d'une manière comme ça parce qu'on a juste envie de changer quelque chose, c'est compliquer la tâche de tout le monde pour travailler. Donc c'est pas forcément faisable. Mais quand c'est justifié, quand on constate qu'il y a une erreur dans la traduction, par exemple, si on comprend la langue d'origine, on peut se permettre de faire des changements. Après, moi personnellement, je change pas grand-chose, sauf si c'est une question de synchronisme et s'il y a vraiment un problème technique, en fait. Mais je préfère jouer le texte qu'on m'a écrit parce que je respecte tout simplement la personne qui m'a écrit un texte. Et je trouve ça très rigolo quand les copains changent des trucs et se permettent des choses. Mais moi, personnellement, je me sens pas forcément de le faire. J'ai pas l'esprit improvisation comme ça.
J'aime bien travailler avec un truc carré, j'aime bien lire un texte, en fait. Oui. Mais après, ça dépend aussi des produits, comme tu le disais. Par exemple, sur des créations françaises, où on est amené à travailler avec le réalisateur lors des séances, on est parfois encouragé à apporter sa patte, ses expressions, sa façon de parler propre. Donc là, c'est un autre travail et ça va aller dans le sens du travail de création. Voilà. Ouais, création de voix. Mais c'est assez rare. D'accord. C'est assez rare. Et moi, j'aime bien m'approprier les mots qui m'ont été donnés et essayer d'y mettre les bonnes intentions, sans forcément devoir changer quelque chose. Parce que je trouve que d'un côté, c'est une petite prouesse, parce que voilà, changer tout de suite un texte et tout, c'est impressionnant. Mais d'un autre côté, c'est aussi une facilité. Ouais. C'est voilà, bon, bah, cette phrase me plaît pas, je refuse de la jouer, quoi. En gros, ça veut dire ça. J'arrange ça pour moi, quoi. Voilà. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, tu as doublé beaucoup d'actrices dans le cinéma et les séries. Pour donner quelques exemples, tu es la voix principale de Vanessa Hudgens, notamment dans Suspect, par exemple. Mm-hmm. J'avais jamais vu un regard si noir de toute ma vie, ça faisait trop peur. Il y avait des têtes d'animaux partout dans la pièce. Quand j'ai vu ça, j'ai su que c'était son truc de tuer. Là, je me suis dit que ça m'avancerait à rien de le supplier. C'était pas la peine d'espérer qu'il me fasse une fleur. La voix de Christian Serratos dans The Walking Dead. Yeah. La balle l'a seulement frôlé. Heureusement que c'est maintenant que ça arrive. Les antibiotiques qu'on a récupérés vont peut-être lui éviter une infection. Ça va sûrement lui sauver la vie. Grâce à Denise. T'es avec nous ? Et ainsi que celle de Jennifer Freeman, par exemple, dans Ma famille d'abord. Oui. Parce que j'ai décidé de devenir végétarienne. Puis-je te demander d'où te vient cette nouvelle lubie ? De Tony ? Ah, parce que Tony est végétarien. Oui, mais à un stade beaucoup plus avancé. Lui, il purifie son corps. Ça fait 9 jours qu'il n'a rien avalé. Pourquoi ? Parce qu'il veut se rapprocher de Dieu. S'il continue à ne pas manger, il va bientôt pouvoir lui serrer la main. Voilà, pour ne citer qu'elle. Parmi toutes les actrices que tu as doublées, pas forcément celles que j'ai citées, mais parmi toutes celles que tu as doublées, je pense que t'en as forcément avec elles t'as plus d'affinité, mais en gros, est-ce que tu y en as avec elles t'as plus d'affinité que d'autres ? Est-ce qu'il y en a que tu préfères jouer plus que d'autres ? Vanessa Hudgens, j'aime beaucoup. En plus, elle a fait des rôles assez différents, donc c'était agréable de la retrouver. Maintenant, je la connais assez bien. Et c'est vrai que c'est très agréable. Je suis toujours contente de faire un film avec elle. Sinon, il y a une comédienne, alors le nom c'est Molly C. Quinn, je crois. Molly Quinn. Qui est dans une série qui s'appelle Castle, où elle fait la fille du héros. Et c'est une comédienne que je trouve super belle. Et je me sens très à l'aise avec elle, en fait. J'ai aucune difficulté à entrer dans sa peau. Et c'est très agréable. J'espère qu'elle fera autre chose par la suite, parce que j'aimerais bien la retrouver. D'accord. Il y a également des actrices, donc Vanessa Hudgens, comme je le disais tout à l'heure, donc tu la vois régulière. Qu'est-ce que ça apporte à un comédien en général d'avoir des voix régulières comme ça en doublage ? Je dirais rien. Non, pas rien forcément, parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une base de données qui existe, à laquelle plusieurs bases de données même, qui sont disponibles sur Internet, auxquelles se réfèrent les directeurs artistiques. Ouais. C'est-à-dire que quand eux, ils reçoivent un projet, ils voient la liste des comédiens, des acteurs qui ont participé au film, par exemple, et ils vont aller regarder s'ils ont déjà été doublés. Donc, ça peut apporter des rôles, puisque si on est référencé dans cette base de données, par exemple, Vanessa Hudgens, on voit que je suis la principale comédienne à l'avoir doublée, donc on se dit, bon, bah, je vais la reprendre, ça a l'air de fonctionner, voilà, donc ça apporte sur beaucoup de personnages, et pas forcément les acteurs les plus connus. Il y a des acteurs qui tournent vachement et qui sont pas forcément super connus. Après, être la voix attitrée d'un acteur connu, pour moi, ça dessert plus que ça sert.
parce que là, la voix est reconnue par tous, donc ça limite forcément les possibilités de rôle. Quelqu'un qui est très connu, les gens reconnaissent forcément sa voix dès qu'il va faire un autre personnage et ça va être perturbant pour le spectateur. Ouais. Donc, d'un point de vue comédien français, c'est pas forcément un bon plan en fait, parce qu'on aura moins de travail, ou alors on va être juste la voix d'eux et on va faire plein de pubs ou des choses comme ça, mais artistiquement, je trouve ça moins sympa. D'accord. Donc pour ça, rien. D'accord. Pas d'argent. Oui. Tu doubles aussi dans l'animation. T'es entre autres la voix d'Amalia dans Wakfu. Vénérable Shenmue, tu te méprends. Ils n'ont pas tous un cœur de pierre. Tu dois me faire confiance. Je suis la princesse Amalia Sheramsharm, fille du roi Sadida Sheramsharm, grand protecteur des forêts du monde. La même chose que vous. Il y a 2 nuits de ça, j'ai fait un rêve prophétique. Sadida me disait d'aller dans la forêt interdite parce qu'une grande mission m'y attendait. Nous étions donc destinés à nous rencontrer et à suivre le même chemin, même si certains ont cru que j'avais l'imagination fertile. Celle de Nya dans Gurren Lagann. Pas du tout, tu n'es pas bizarre. Ah bon? Quand je vois son visage sur toutes les sculptures que tu as faites, je pense que je comprends mieux maintenant à quel point tu étais attachée à lui. Je ne mourrai pas! Vraiment? Peut-être que je ne suis qu'une de ces poupées qu'il a abandonnées, mais j'ai appris quelque chose à la surface. Quoi donc? Tout comme Simon croyait en son frangin, moi j'ai confiance en Simon! Et ainsi que celle de Kiki, par exemple, dans Kiki la petite sorcière. Le rose et le blanc me vont mieux, c'est dommage. Il faudra t'y faire, chérie, c'est la tenue traditionnelle des sorcières. Un chat noir, une robe noire, tout est noir. Kiki, ce n'est pas la couleur des habits qui compte. C'est le cœur. Je le sais, ne t'en fais pas. Question cœur, je suis gâtée. Dommage que je puisse pas te le montrer, maman. Et essaye de garder le sourire, quoi qu'il arrive. D'accord. Même question que tout à l'heure, est-ce que t'as eu des personnages en animation, pas forcément ceux que j'ai cités, qui t'ont marqué plus que d'autres? Dans l'animation, il y en a pas mal, parce que j'en ai fait pas mal. Il y a un personnage que j'ai vraiment adoré, c'est dans le manga Abenobashi. Oui, je vois, oui. Avec Benjamin Pascal en binôme. Et j'ai eu un coup de cœur particulier pour cette série. Et mon personnage dans Gurren Lagann était très bien aussi, mais j'ai encore préféré. Elle s'appelle Sachi, ou c'est lui qui s'appelle Sachi? Ah mince, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout. Je sais plus. Il y a un Sachi dans l'histoire, mais je crois que c'est lui. Ouais. Et elle, c'est l'autre, voilà. Et dans Abenobashi, et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce petit personnage parce que elle avait et de la maturité et de la folie et elle était drôle et enfin ça arrêtait pas quoi de changer et c'était un challenge pour moi. Donc j'ai vraiment bien aimé ce personnage dans le manga. Ça c'est pour le manga, je pense que c'est vraiment mon préféré. Et dans l'animation japonaise, il y a eu Nausicaa de la Vallée du Vent, qui a été un personnage très marquant pour moi, qui a aussi marqué, à mon sens, maintenant avec le recul, aussi une espèce de tournant un peu dans ma carrière, entre guillemets, parce que c'était à une période où je faisais encore beaucoup de voix d'enfant, et j'en fais toujours, mais je me posais un peu la question, j'avais un peu peur de faire que ça, d'être un peu limitée à ça. Et en fait, à partir je pense que ça vient pas de Nausicaa, mais c'est cette période aussi où j'ai eu accès à des rôles un peu plus profonds, un peu plus âgés aussi, et avec un vrai truc, enfin une vraie sensibilité. Je sais même pas comment décrire, mais ça a vraiment été un tournant pour moi et j'ai beaucoup aimé ce rôle. D'accord. Pour en revenir un petit peu sur Wakfu, par exemple, on peut noter que c'était de la création de voix dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différences par rapport à un doublage classique? Alors, la différence principale, c'est qu'on n'a pas de support original, à part parfois des voix témoins. Et les voix témoins, en tout cas au début de Wakfu, c'était les différents animateurs ou les réalisateurs qui les réalisaient. Donc on avait un son, on avait l'impression que la personne avait enregistré dans les chiottes.
Et puis, ce ne sont pas des comédiens, donc c'était très étrange. Du coup, on les écoutait pas. Et souvent, en fait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs sur les créations. On n'écoute pas forcément, on ne fait que regarder l'image. Ce qui va demander une concentration supplémentaire. Et parce que voilà, on est, à part le texte qu'on a, on est un peu lâché dans le vide. Et parfois, alors ça dépend des produits. Sur Wakfu, ça n'était pas le cas au départ, et c'est sur la dernière saison, ça a été le cas. On travaille pas forcément avec l'image. Ce qui s'est passé aussi pour les Mystériosités d'or, on travaillait avec un storyboard ou avec des animatiques. Donc les différentes étapes de réalisation d'un dessin animé, le storyboard où tu as les petits dessins juste dessinés comme ça sur un scénario, et l'animatique c'est comme un film blanc avec juste des crayonnages, et on voit à peu près la structure, mais c'est pas du tout terminé, il n'y a pas de mouvement de bouche, parfois c'est juste c'est limite à un bonhomme sans yeux, sans bouche, enfin voilà, c'est très spécial. Donc techniquement, ça va apporter un petit peu des différences pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, généralement le réalisateur est présent, donc ça nous permet d'avoir des infos. Lui, il va vraiment nous diriger parce qu'il sait quel sera le résultat et ce qu'il veut avoir. Et on va pouvoir aussi s'amuser. Par exemple, sur Wakfu, on s'est beaucoup amusé. Justement, j'allais y venir encore une fois sur Wakfu et aussi sur Gurren Lagann. Ce sont 2 dessins animés qui ont été dirigés par Thomas Guitard, et ils sont connus pour être assez excellents en termes de casting et d'interprétation. J'allais te demander, est-ce que tu te souviens un peu de cette époque, et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment t'as vécu ces expériences? Oui, je me souviens de ces époques. On travaillait dans un tout petit studio où il faisait très chaud, on n'avait pas la clim, avec des problèmes techniques tout le temps, et c'était un peu... le résultat ne montre pas du tout toutes les galères qu'il y a eu derrière, mais c'était... On a constitué un petit groupe, on se connaissait bien, on est devenus amis par la suite. Donc c'est forcément une époque formidable. Et puis autour de ça, il y avait aussi les rendez-vous lors des conventions, les salons où on se retrouvait à signer des autographes, à faire des dessins alors qu'on n'est pas des dessinateurs. Enfin voilà, mais non, c'était très chouette, et on s'est bien amusé encore une fois. Mais je sais pas que raconter de plus. Alors, question peut-être un peu difficile, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui un anime comme Gurren Lagann et même Wakfu par exemple sont encore considérés comme faisant partie des meilleurs VF par une bonne partie des fans actuellement? C'est plutôt flatteur, je sais pas. Peut-être parce qu'on s'est amusé justement, peut-être parce qu'on était libre, et ça vient aussi du produit original, je pense. Wakfu, c'est une série super, Gurren Lagann aussi. Il y avait vraiment des choses hyper originales. Ils n'avaient pas forcément peur d'aborder certains sujets ou de faire certaines blagues de plus ou moins mauvais goût. Et je pense que c'est ça aussi qui est très porteur et qui plaît autant aux spectateurs qu'à nous, et qui font qu'ensuite le résultat est apprécié et continue à être apprécié. Ouais, d'accord. On peut aussi noter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu as doublé des personnages pour des films d'animation, donc de Ghibli par exemple, donc ils sont quand même réputés aussi pour être généralement très travaillés en termes de VF. Est-ce qu'il y a une façon de procéder plus particulière pour les films d'animation plus gros comme ça, et que ce soit en termes de casting ou autre? Comment ça se passe exactement? Tout est plus grand puisque c'est un film qui va bénéficier de plus de temps de travail. Les castings effectivement sont... Je sais pas si les castings sont plus grands, en tout cas ils sont peut-être... plus surveillé aussi par les studios Ghibli, par exemple. Quoique,
pour Wakfu, par exemple, il me semble que le casting avait été assez large et avait pris beaucoup de temps. Mais en termes de technique de travail, on a beaucoup plus de temps sur les films d'animation, en tout cas sur les Ghibli. Donc j'étais en train de dire, voilà, la différence entre les séries manga et les films d'un point de vue travail, c'est le temps qu'on va avoir. Et par exemple pour Nausicaa, on pouvait regarder la scène 1 fois, 2 fois, 3 fois, la jouer, la réécouter, recommencer, encore réécouter. Donc on avait vraiment le temps de soigner en fait le résultat. Sur des séries comme Wakfu par exemple, on prenait quand même le temps, mais on allait quand même plus rapidement. Voilà. Ce qui en soi, pour moi, ne déprécie pas le travail qu'on a fait, parce que c'était aussi assez exigeant, sachant que le réalisateur était là, qu'il y avait aussi le directeur artistique, et que nous-mêmes, on recherchait le truc nickel, quoi. Donc c'est... Au final, il y avait la même exigence. Voilà, même si le temps imparti était différent. Mais s'il y avait besoin, on restait plus longtemps en studio pour les séries. D'accord. Tu es également connu pour être une voix de jeux vidéo. Tu as doublé entre autres Ellie dans The Last of Us. Ouais, mais on n'a pas le droit de le dire, ça. Ah bon? Non. Mais dans le premier... Oui. En fait, il y a une clause de confidentialité de Sony. Même par rapport au premier jeu qui est déjà sorti? Oui, tout à fait. Ah, oh. Alors, je sais pas quels sont exactement les risques qu'on prend en parlant. Toujours est-il que j'ai été rappelée à l'ordre il y a pas très longtemps pour en fait me demander d'enlever toute mention de ce rôle sur Internet et même dans mon CV professionnel. Ah ouais, voilà. D'accord. Ouais. Je me suis dit on va pouvoir en parler parce que le premier jeu est déjà sorti, donc il y aura pas de problème, mais non. Eh bien, on évitera de parler de ce jeu. On peut en parler, mais d'une manière assez floue, assez générale. Ouais. J'ai fait récemment une interview qui tournait autour de ce sujet, donc en prenant quand même un risque. Après, moi, ça me fait vraiment mal au cœur, j'avoue, de pas pouvoir en parler parce que c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, j'évite de. On va éviter j'évite de chercher Sony, quoi. Voilà. Voilà. Surtout que Sony, niveau des droits d'auteur, ils sont très sévères. J'ai connu ça sur ma chaîne. Ah. Ouais, voilà. Donc je sais qu'ils sont sévères, donc on va pas les titiller. Non. Donc c'est pas grave, on va passer à d'autres rôles. Tu es justement la voix de Moira Burton dans Resident Evil Révélation 2. J'espère qu'il y aura pas de problème avec celui-là. Non. Normalement, non. Merde! Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon nom est Moira Burton. Mes collègues et moi-même avons été kidnappés. J'ignore où on est! On a ces putains de bracelets et cette femme cinglée qui nous parle. Des sortes de monstres ont tué les autres. Pitié! Envoyez de l'aide! Pitié! Merde! Encore une fois. Mon nom est Moira Burton. Et ainsi que toutes les petites filles aussi dans Skyrim. Ouais. Par exemple. J'ai besoin merci. Si puissent les divins vous bénir. C'est Brenwyn qui m'a dit de le faire. C'est le seul à avoir été gentil avec moi depuis que maman... Depuis qu'elle est morte. Mon oncle et ma tante ont repris notre ferme et m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je n'étais bonne à rien. Je suis venue ici, mais... Je ne sais pas quoi faire. Elle me manque tellement. J'aurais pu prendre un autre pour le remplacer, mais bon, je vais pas aller chercher en plein milieu, sinon ça va prendre du temps. Mais j'aime bien de dire ça à toutes les petites filles dans Skyrim, parce que j'ai eu quelques messages de joueurs qui disaient oui,
J'en ai eu un encore récemment, qui disait oui, les petites filles dans Skyrim, elles m'énervaient trop, j'avais envie de les taper. Mais quand j'ai su que c'était toi, finalement, je les ai bien aimées. Ouais, j'imagine. Pardon de t'avoir interrompu, mais je trouvais l'anecdote sympa. Non, mais non, très bien. De toute façon, j'avais fini avec les exemples. Justement, pour revenir là-dessus, j'allais te demander si, encore une fois, t'avais des rôles particulièrement dans le jeu vidéo, outre ceux dont tu n'as pas le droit de parler, qui t'ont marqué plus que ça. Bah, celui dont j'ai pas le droit de parler a été mon préféré, donc c'est un peu con. Ouais. Et c'était vraiment dingue comme expérience. Surtout qu'il y a eu un travail préparatoire, il y a eu une immersion dans le personnage, il y a eu des tas de choses qui ont fait que ça m'a touchée particulièrement et je me suis beaucoup investie dans ce rôle. Ensuite, en comparaison, tu vois, les petites filles de Skyrim, Ouais, c'est pas très... C'était pas... C'est pas voilà, je les ai faites, mais cela dit, il y en avait une qui était intéressante, c'était une vampire en réalité. Donc il y avait une voix de petite fille et qui avait, je sais pas, genre 300, 500 ans et qui était très méchante. Et j'avais bien aimé faire ce rôle-là. Ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est que on a une technique particulière d'enregistrement qui fait appel à notre imagination puisqu'on travaille un peu en aveugle. Et du coup, chaque rôle peut avoir un intérêt. Mais vraiment, mon préféré, c'est celui dont j'ai pas le droit de parler. Ouais. Et j'en ai un deuxième là qui va bientôt sortir que j'ai beaucoup aimé aussi. D'accord. Qui n'est pas la suite de celui dont je n'ai pas le droit de parler puisqu'elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore même je sais pas où ils en sont, mais apparemment ils ont rien fait encore. Mais là, il y a un prochain jeu qui sort en mars avec un petit personnage que j'ai bien aimé. Voilà. Je vois quel jeu. Et j'aurai le droit d'en parler en mars. Voilà. C'est un peu chiant pour ça. Hein. Ouais, les clauses de confidentialité, c'est jamais simple. Du coup, j'allais passer à la question là. Tu as déjà plus ou moins répondu. J'allais te demander ce que tu penses de ton expérience dans le jeu vidéo. Je pense que tu en as déjà plus ou moins parlé de comment t'abordes ça. Ouais, j'aime beaucoup cette discipline. Ouais. J'allais te demander justement par rapport au personnage dont tu n'as pas le droit de parler, mais bon, dont je pense que les gens auront compris de qui on parle. L'interview trop bizarre. Non, mais c'est pas grave, les gens comprendront. C'est lui que vous savez. Au pire, je laisserai des indices, les gens comprendront. C'est un personnage qui est quand même ultra populaire, et donc tu as dit toi-même que t'as beaucoup aimé faire. Celui de Moira aussi dans Resident Evil est un personnage assez populaire, donc il s'inscrivait dans un jeu avec une fanbase assez énorme. Le fait d'avoir autant de retours sur ces personnages-là, parce que j'ai remarqué quand même que t'avais souvent des retours, genre par rapport dans les vidéos, par exemple, on voit, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'ai adoré Adeline Chetaille sur ce personnage-là, quoi que ce soit. Comment est-ce que tu vis ça, tous ces retours sur ces personnages-là en particulier? Concernant celui dont je n'ai pas le droit de parler, c'est je vais pas dire, c'est pas flatteur parce que c'est pas dans la flatterie, mais c'est recevoir la reconnaissance pour un rôle dans lequel je me suis énormément investie et donc ça me fait du bien forcément. Mais pour moi c'est pas quelque chose qui m'appartient. En fait, quand on me félicite, je reçois souvent des messages pour dire oui, félicitations pour tel rôle, continue comme ça, etc. Ça me fait toujours bizarre parce que j'ai pas l'impression que ces personnages m'appartiennent vraiment, sachant qu'il y a déjà un comédien qui a interprété le rôle et que moi je n'ai fait finalement que le transmettre, le reproduire. Et sachant aussi que je n'ai pas été toute seule pour le faire, qu'il y a aussi une direction d'artiste et qui est très importante en fait. Ça peut tenir à ça, une VF réussie ou ratée, ça peut tenir à ça vraiment, quel que soit le talent des comédiens qu'on a embauchés. Donc ça me fait plaisir. J'ai l'impression que à travers moi on félicite aussi
un peu toute l'équipe, qu'on félicite le jeu en lui-même, et voilà. Et donc je le prends pas forcément pour moi personnellement, mais ça me fait plaisir forcément, bien sûr. D'accord. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner un peu sur notre question. Est-ce que ces rôles-là en particulier t'ont permis de te rendre compte un peu de l'impact du doublage français aujourd'hui, qui a quand même gagné une certaine popularité depuis quelques années, ou t'en avais déjà conscience avant? Ça s'est fait petit à petit, par le biais des voix, des voix de stars qui ont été incorporées dans certains films. Et à partir du moment où il y avait des voix de stars qui faisaient du doublage d'animation, des choses comme ça, ça a mis en lumière complètement notre métier, qui était jusqu'alors complètement dans l'ombre. Par exemple, moi, quand j'avais... c'était il y a longtemps. Quand j'avais 17 ans, je faisais des castings pour tourner dans des films. Et mon agent des castings m'avait dit, surtout ne dis pas que tu fais du doublage, parce que c'était mal vu dans le milieu. Aujourd'hui, c'est complètement différent, parce que maintenant, tout le monde a envie d'en faire. Les stars, les moins stars, tous les comédiens ont quelque part envie de faire ça. Donc c'est plus respecté. Et puis il y a eu donc la connaissance du public de ce métier-là. Pareil, quand j'étais petite, moi on me croyait pas, on pensait que Brad Pitt parlait français. J'étais un peu la mytho, parce que c'était tellement pas connu comme métier. Donc maintenant, quand je dis où que j'aille, quand je dis que je fais du doublage de voix, on sait ce que ça veut dire, on sait ce que c'est. Et forcément, donc les gens ont commencé à faire plus attention aux voix, aux comédiens qui interprétaient les voix à différents stades. Il y a des personnes qui juste apprécient et reconnaissent certaines personnes en disant « Ah tiens, lui, je l'ai déjà entendu dans un tel rôle, etc. » Et puis, il y a des fans, et puis il y a des fous. Il y a des gens qui font peur, voilà. Mais donc, c'est devenu très, très attendu, et j'ai l'impression qu'il y a énormément d'évolution, surtout dans les jeux vidéo, en fait. Et un peu les mangas aussi. C'est vrai que il y a quelques années, les voix françaises dans les mangas n'étaient pas tellement écoutées par les puristes. En tout cas, c'est pas très apprécié, parce que c'était fait un peu à l'arrache, et c'était pas des versions très bonnes. Depuis quelques années, les versions sont meilleures, et forcément les fans plus attentifs à ça. Il en ressort pour nous quand même une petite pression, mais je pense que c'est quelque chose de bien. C'est bien de se dire attention, il y a des gens qui regardent, attention, il y a des gens qui vont critiquer, on peut pas faire n'importe quoi. Et ça nous donne envie de faire encore mieux ce pourquoi on est là. Donc je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Es-tu satisfaite de tes prestations en général, et aimes-tu te réécouter, par exemple, que ce soit pour regarder le support en VF, comme ça, par exemple à la télé, je ne sais pas, ou peut-être pour corriger d'éventuelles erreurs dans un prochain doublage? Alors, ouais, j'adore. Je m'écoute tout le temps, je m'écoute parler, je me regarde. Comment dire, en fait, je me détache un peu du truc, et quand c'est des projets que j'ai bien aimés, j'aime bien les regarder, mais pas forcément pour m'écouter, pour apprécier ma voix. Après, c'est vrai que comparé, on me dit souvent, on me demande souvent si ça me fait pas bizarre de m'entendre. Parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude et que vous écoutez votre voix sur une vidéo, par exemple, la majorité des personnes n'aiment pas écouter leur voix. Et pour moi, ça fait pas le même effet, parce que je l'entends depuis longtemps, justement. Et donc, ça met un peu à différent. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est ma voix. Je sais à quoi elle ressemble à travers un film, à travers un enregistrement. Et puis en tant que comédien aussi, on apprend à placer sa voix, à parler d'une certaine manière. Donc on maîtrise un peu plus nos cordes vocales, quoi. Et regarder pour pas reproduire les erreurs, c'est un peu compliqué, parce que à chaque enregistrement, on peut faire des erreurs. Mais parfois, il peut y avoir des regrets, ouais.
Je peux voir une scène en me disant ah là ça aurait pu être mieux, voilà. Mais tout ce que je peux me dire après, c'est quand je vais travailler, me dire ben je vais vraiment faire gaffe pour être au top, quoi. Mais je peux pas prendre d'exemple précis parce que c'est tellement aléatoire ce qu'on fait. Je peux pas me dire ah là là, je suis un peu en retard partout, je vais essayer de parler plus vite. C'est pas possible. Donc voilà, se regarder le nombril, quoi. Pourquoi pas, mais moi c'est plutôt en tant que spectatrice que je vais regarder quelque chose ou pour voir l'entièreté, en fait, parce que souvent on enregistre un peu dans son coin, pas dans l'ordre, on voit pas tout le film. Donc c'est intéressant de voir le travail terminé. Ouais. Finalement, est-ce que tu as un archétype de personnage que tu préfères incarner en doublage? J'aime bien les contre-emplois. Donc, parce qu'on me donne souvent les rôles de jeune fille, un peu genre héroïne, princesse, tout ça, gentille et tout. Et du coup, j'aime beaucoup quand je dois faire un soldat, quand je dois faire une psychopathe, choses comme ça. Donc après, s'il n'y a pas d'archétype en lui-même, parce que ce que j'aime, c'est aussi la variété. Donc de temps en temps, j'aime bien retrouver ma petite princesse et ma petite voix douce, et voilà. J'aime bien faire les enfants aussi, c'est un challenge, c'est une façon de travailler différente au niveau du timbre et du jeu. Donc voilà, mais là où je m'éclate le plus, ça va être sur les scènes de pétage de boulons, et voilà, parce que c'est rigolo, parce que ça fait du bien, parce que on sort aussi quelque chose de soi. Voilà, les scènes de larmes, tout ça, en fait, j'adore. D'accord. J'aimerais savoir aussi quelle est ta définition d'un doublage réussi selon toi. Alors, je sais pas si c'est vraiment important pour les gens. En tout cas, pour moi qui suis du métier, c'est important que ce soit synchrone. Parce que je le vois tout de suite et ça m'exaspère, et parfois c'est même horrible parce que il suffit d'une petite erreur d'encodage ou d'un petit problème avec sa box et tout est décalé, et moi je le vois et je peux pas supporter, même si c'est bien joué, même si c'est bien fait. Donc pour moi le premier point, c'est le synchronisme. Mais c'est peut-être un point de vue un peu trop professionnel. Et ensuite ça va être, il va y avoir un deuxième point qui est assez important aussi, c'est à l'heure actuelle, on a la possibilité de switcher entre version française, version originale. Donc ça va être important de respecter les timbres de voix, qu'il n'y ait pas trop de différence en fait entre un timbre de voix original et un timbre de voix français. Quand un personnage a une voix grave et que tout d'un coup on switch et on entend une voix aiguë, ça fait un peu bizarre. Donc ça c'est d'un point de vue de casting. Et puis le point le plus important pour une VF réussie pour moi, c'est la qualité du jeu d'acteur, en fait. Voilà. Et sachant que c'est tellement important qu'on peut parfois même rattraper des rôles, ce qu'on peut faire dans la post-synchronisation, par exemple. Moi, j'ai déjà post-synchronisé des séries françaises, alors que je n'avais pas tourné dans la série, parce que la comédienne à l'écran n'arrivait pas à parler, était trop intimidée, ou il y avait un souci, voilà. Et ça change tout, en fait. Donc la qualité du jeu d'acteur est vraiment essentielle. Alors après, on peut tricher, c'est-à-dire si vous avez le temps, vous pouvez faire répéter un comédien plusieurs fois et vous pouvez obtenir un résultat qui va pas être trop dégueu par rapport à ce que vous avez entendu en séance d'enregistrement. Mais personnellement, si le jeu est pas bon, moi je l'entends beaucoup. Ça peut me gêner. Il existe aujourd'hui des formations en doublage, que ce soit école ou stage. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? J'en pense du bien. Moi, je comprends pas en fait pourquoi, depuis le temps que ce métier existe, il n'y a pas de formation. C'est très difficile de parvenir à travailler dans cet environnement. Ça devrait être encadré, ça devrait être hiérarchisé.
Donc je suis complètement pour. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de travail conjoint entre les personnes qui font ces formations et les personnes qui font réellement ce métier. Je veux pas dire de bêtises parce que je connais pas tout ce qui se fait, mais à l'heure actuelle, à part, je pense, une formation, ça n'ouvre pas de porte en soi. Donc c'est quand même très étrange de faire une école ou de faire un stage qui ensuite ne vous apportera rien sur le terrain. Ouais. Vous avez l'expérience, vous avez appris quelque chose, vous avez eu l'occasion de travailler, de tester, d'expérimenter. Donc vous serez plus aguerri pour venir en studio, mais ça ne va pas vous servir. Parfois même, moi j'ai des amis qui ont essayé de se lancer et qui se sont lancés dans ce milieu, qui ont fait certains stages, et je leur ai recommandé de ne pas forcément le dire. Parce que c'est terrible de demander ça à quelqu'un, parce que selon la personne qui a donné le stage et ses affinités avec la personne à qui vous allez en parler, peut-être que ça va vous desservir vous, parce que vous allez dire j'ai fait un stage avec machin, et alors Bidule va vous dire ouais mais machin, mais pour qui il se prend Donc c'est très bizarre. Après, est-ce que je le recommande ? Encore une fois, je recommande avant tout aux personnes d'avoir suivi une formation peut-être de théâtre, de comédien, parce que quand vous en arrivez à faire du doublage, par exemple, vous pouvez payer très cher un stage de 3 jours et vous allez avoir la possibilité de faire des rôles et d'enregistrer des choses qui vont pas être diffusées, mais voilà, vous aurez fait un stage. Donc c'est une expérience cool, mais il faut avoir les thunes pour le faire, qui vous apportera pas forcément la légitimité dans le métier, parce que justement, il y a le côté technique, il y a la synchronisation, le fait de lire très vite la bande rythmo, et plus le fait de jouer la comédie, c'est trop d'informations en fait, et on peut pas apprendre ça en 3 jours, c'est pas possible. Donc déjà, savoir jouer la comédie, ça va vous enlever un truc à penser, même si ça fera quand même quelque chose à penser parce que c'est notre pensée principale. Et ensuite, la technique, on ne peut la guérir qu'en regardant. Donc, c'est pour ça que les personnes qui entrent dans le métier viennent assister aux séances pour se former. Et ensuite, bien sûr, il faut de la pratique. Et ça, c'est un peu le défaut de notre métier, c'est que la pratique, elle n'est pas donnée à tout le monde parce qu'on n'a pas le temps et parce que il y a des personnes des directeurs artistiques qui vont vous dire bah tiens toi t'es venu assister, viens passe un essai comme ça alors qu'on n'est pas prêt, on n'a pas l'expérience, enfin, c'est terrible, du coup on passe l'essai, on n'est pas bon, du coup le directeur artistique s'il n'est pas bienveillant à votre égard il va vous dire bon bah t'es pas prêt, t'es nul, voilà, enfin, c'est hyper dur en fait. Donc j'aimerais bien moi que ce soit mieux fait et qu'on puisse permettre à des personnes qui jouent bien la comédie et qui ont une voix intéressante, par exemple, de faire ce métier et d'y entrer d'une manière sereine et pas en bataillant, en se prenant des portes fermées au nez tout le temps, parce que c'est hyper dur. Donc, voilà. Est-ce que je le recommande ? Bah oui et non, quoi. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de... Ça peut vous permettre d'avoir une pratique. Donc, c'est pas négligeable. Mais si vous n'êtes pas comédien, pour moi, ce sera juste du bon temps. Ce sera un peu comme un hobby. Vous allez vous amuser, mais c'est pas ça qui va vous faire démarrer dans le métier, sachant que il faut en général 2 ans avant de commencer à travailler et à vivre du doublage. Donc c'est pas quelque chose, on n'arrive pas comme ça, voilà. Très bien. Est-ce que tu as quelle a été ton expérience la plus marquante dans le milieu du doublage jusqu'à maintenant ? Enfin, je dis une dont tu te souviens peut-être. Ah ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. À chaque fois, je dis ça aux comédiens, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils en ont beaucoup. Mais... C'est un peu compliqué, mais récemment, j'ai eu une expérience que j'ai beaucoup aimée. Enfin, j'ai eu 2 expériences que j'ai beaucoup aimées. C'était une création de jeu vidéo, Seasons After Fall, qui est donc créé par un indépendant français et le jeu est très beau. En plus, moi j'ai adoré ce petit jeu avec un petit renard dans la nature qui combatte et tout. Et la création était intéressante aussi, le personnage que j'ai eu était intéressant.
Et là où c'était bien, c'était que j'avais, pour une fois en jeu vidéo, un texte libre. J'avais juste, mon texte était sur une feuille. Les créateurs étaient présents, donc je pouvais voir avec eux pour changer des choses. Je pouvais créer vraiment quelque chose de... J'étais libre, quoi. Donc c'était... Et le perso était vraiment bien. Donc ça m'a marqué, là. C'est pour cette dernière année, pour l'année 2016, on va dire, c'était vraiment un projet qui m'a marqué. Et puis, d'une manière générale, j'ai autre chose qui m'a marqué, qui est un peu l'émergence des enregistrements pour les casques de télé-réalité, de réalité virtuelle. Rien à voir. C'est deux mondes très différents. Non, la télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Quoique ça peut être amusant, mais c'est pas trop mon truc. Non, les réalités virtuelles, en fait, j'ai commencé à travailler sur des projets de réalité virtuelle. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va arriver dans quelques années, à mon avis, ce qui va être, pour moi, c'est l'avenir, quoi, c'est le futur, avec le jeu vidéo, parce que je trouve que le jeu vidéo permet d'entrer dans une histoire et d'entrer dans un peu comme dans un film, un peu comme quand on était petit, les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Et je pense qu'on va aller vers ça, en fait, de plus en plus. Donc, je suis hyper contente de voir l'émergence d'un truc nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Voilà. Donc, ça, c'est marquant pour moi parce que je me dis, dans quelques années, je dirais à mes petits-enfants, si j'en ai, ou aux enfants, je leur dirais, bah oui, moi, j'ai fait les premières VR. Il existe aujourd'hui beaucoup de conventions et de salons sur les jeux vidéo, les mangas, tout l'univers geek à travers la France. Je sais que tu as déjà été invité à ce genre de salon. Est-ce que c'est des rassemblements que tu apprécies ? Je le fais avec plaisir parce que je sais que ça fait plaisir aux gens. Et quelque part, ça me fait plaisir aussi parce que on me voit et que d'habitude, on me voit pas. Ouais. Donc, il y a forcément un petit côté égo flatté. Mais c'est hyper prenant, en fait, parce que vous donnez énormément aux gens. Et donc, on sort de ces journées-là avec... on est juste rincé, quoi. Ouais. Toute l'énergie a été prise, a été donnée. Et c'est toujours très intéressant à vivre. Après, dire que je le recherche pas, voilà. Ouais. C'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas. Je suis pas en recherche de ça. Si on me propose et si les personnes qui me proposent ça ont vraiment envie et sont heureuses de m'inviter quelque part et en plus si c'est en rapport avec un projet que j'aime, que j'ai aimé faire, bah je vais accepter évidemment, mais voilà, j'en raffole pas plus particulièrement que ça. D'accord. Voilà, parce que c'est étrange en fait, voilà, c'est étrange pour moi. Donc les supports auxquels tu prêtes ta voix, tout ce qui est par exemple Japanimation, cinéma, série et jeux vidéo aussi surtout, est-ce que ce sont des univers, des supports qui t'intéressent personnellement ? Oui. Après, le manga, quand j'étais plus jeune, j'en lisais beaucoup, j'en regardais quelques-uns. C'est vrai que ces dernières années, moins. Je suis moins là-dedans. Mais je m'intéresse à tout. Après, je suis pas gameuse non plus. Mais bon, j'ai souvent... Mon copain joue, donc je le regarde jouer. Et je m'y intéresse comme ça. Mais il arrive parfois qu'on travaille sur des projets dont on n'est pas hyper fan. Hein. Et donc quand c'est des projets de qualité, quelle que soit la nature de ce projet, je sais reconnaître la qualité artistique. Mais voilà, parfois on fait des trucs qui n'ont aucun intérêt et ça fait partie aussi de notre métier. D'accord. Alors là, question qui fâche peut-être. Certains comédiens accordent une certaine importance à la façon dont on les appelle, surtout par rapport au doublage, rejetant les termes doubleur ou comédien de doublage. Est-ce que toi, tu accordes une importance à cette façon dont on t'appelle dans ce milieu ? Il y a des gens qui veulent pas qu'on les appelle comédiens de doublage ?
C'est déjà arrivé, oui, que je tombe Bah, sur comment des personnes comment comme tu ça. dis alors? Comment tu Ah bah c'est une question qu'il Comment faut tu leur décris? poser. Bah je citais personne, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des comédiens qui n'aiment pas par exemple l'appellation doubleur ou comédien de doublage parce qu'en fait ils trouvent ça peut-être un peu trop réducteur et préfèrent qu'on les appelle juste comédiens en fait. Et du coup je veux Oui. savoir si toi ça Bah, te gêne ça pas. tient au fait, encore une fois, comme j'expliquais, on considère que le doublage en lui-même n'est pas un métier, que c'est Ouais. voilà, Activité une de partie comédien. du métier de comédien. Donc oui, je comprends qu'il y ait des comédiens qui disent je suis comédien, point barre, je fais du théâtre, je fais du. Mais alors on peut dire ça. Moi, je veux bien qu'on dise ça, mais dans ce cas, t'as intérêt à tout faire. Tu fais pas que du théâtre, tu fais pas que du cinéma, tu fais pas que, tu vois, voilà. Ouais. Dans ce cas, tu dis je suis comédien en général parce que je sais tout faire. Et alors l'essence du comédien, on va dire oui, c'est ça, c'est de pouvoir tout faire. Moi personnellement, du coup, je suis pas vraiment une comédienne. Bon, c'est pas grave. Mais non, je m'en fiche à partir du moment où on voit ce que c'est. Là, récemment, il y a j'ai vu sur internet dans 20minutes.com un article qui parlait de, je sais même pas comment il s'appelle parce que je m'intéresse pas au foot, mais un joueur de foot qui fait une voix dans un film qui est sorti là, Ouais, Lego Batman. Oui. où c'est un truc qui a fait tout un tollé et tout ça. Et dans l'article était marqué, je cite, machin a annoncé hier sur les réseaux sociaux qu'il serait la doublure Ouais, de tel personnage. Et alors là, j'ai rigolé parce que je me dis, mais on sait plus comment appeler ce métier. Ouais, ouais. Et la doublure, c'est vraiment, ouais, c'est la doublure voix, quoi. On peut dire ça, hein, si on rajoute voix après. Ouais, Non, mais peu importe, moi, enfin, ça me choque pas. Si tu dis Ouais. doublure, ça fait bizarre parce que je n'avais jamais entendu ça, mais pour moi, c'est un truc technique de quand on fait une doublure à l'image. Ouais. Mais je m'en fiche. Vous m'appelez comme vous voulez, peu importe. À partir du moment où on sait ce que ça signifie, c'est ce qui compte. Et justement, ça me permet un petit peu de bifurquer sur cette question où tu viens d'effleurer un petit peu le sujet. La mode qui se démocratise de plus en plus ces dernières années, de faire intervenir des stars dans le doublage. Comment est-ce que toi tu te situes par rapport à cette pratique? Bon, ça m'est égal. Ça change rien pour moi. Récemment, j'ai été confrontée à ça pour le film Troll, où j'ai passé le casting. Je sais pas du tout si j'aurais pu être prise. À mon avis, non, parce que vu les chansons qu'il y a, moi, je suis pas chanteuse, donc je vois pas l'intérêt de faire ce film-là. Et finalement, c'est Louane, la chanteuse, qui a fait le rôle. Donc, partant de ce principe-là, je pourrais dire ouais, mais ça nous empêche de travailler, ou je sais pas. Mais finalement, je trouve pas, parce que j'ai regardé le film, je me suis dit, bah, pour moi, c'est normal que ce soit plus une chanteuse qui le fasse, oui. Pour le coup. Après, ce qui est dommage, c'est que je connais des tas de comédiennes chanteuses qui sont très talentueuses et qui, à mon sens, auraient pu être encore meilleures. Mais j'ai pas envie de crier, genre ils nous bouffent notre boulot. C'est sur des films particuliers. C'est pas comme si on était en train de grignoter notre travail complètement. Ouais, non, c'est vraiment sur des cas assez particuliers. Oui. Voilà, c'est assez rare. Après, là où ça me dérange, c'est quand ça s'entend et quand le résultat est mauvais. Je trouve ça dommage. Donc, je vais avoir tendance à plutôt regarder ces films-là en original parce que je vais entendre le ton de la voix ou le timbre de la voix qui, pour moi, va pas être... En fait, je vais entendre le côté amateur derrière et ça va me gêner. Voilà. Donc, c'est ça qui me gêne. Mais sinon, bah, chacun fait comme il veut. Des comédiens qui sont pas bons, on en a aussi dans notre... c'est pas parce qu'on fait ce métier qu'on est bon. Donc, faut arrêter, quoi. Mais après, de là, comme je disais, à faire intervenir un joueur de foot... Je trouve ça marrant, mais... Désolé, je parlais. On est venu m'interrompre. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc je trouve ça rigolo, mais c'est un peu abusé, quoi. C'est un peu abusé. Parce que c'est vrai. En fait, ce qui est dérangeant, c'est de ne pas considérer ça comme un vrai métier, mais comme quelque chose où on s'amuse, tout le monde peut le faire. Mais cela dit, il y a aussi énormément de gens d'extérieur qui tournent dans des films et
ça choque pas pour autant. Donc pourquoi pas pour le doublage? D'accord. Je sais pas, quand t'as une star de télé-réalité qui débarque dans un film, Oui. les gens ne se mettent pas à hurler non plus, quoi. Enfin, on trouve pas ça top, mais voilà, quoi. Je pense que D'accord. c'est pareil pour le doublage. C'est pas top. Bah, tant pis. Pour finir avec mes questions à moi, est-ce que les critiques par rapport à la VF, tu as déjà répondu un peu tout à l'heure, est-ce que les critiques par rapport à la VF sont quelque chose auquel tu accordes une importance? Oui. Clair et concis. Oui, mais ça m'est encore jamais arrivé d'avoir des critiques négatives, vraiment graves. Ouais. J'ai déjà vu certaines critiques, mais rien d'offensant, rien de grave. Mais j'ai jamais participé à un projet où on disait oh là là, c'est tellement pourri, voilà, que l'avis général était que la VF était pas bonne. Je pense que si ça m'arrive, honnêtement, je pense que je pleure. Je pleure. Voilà. Donc oui, c'est important pour moi. D'accord. Du coup, avant de terminer l'interview, j'aimerais passer aux questions du public parce que j'ai demandé à ceux qui me suivent de te poser des questions. Donc en commentaire sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vais aller en lire quelques-unes pour que tu puisses y répondre, si possible. Alors. Ok, je vais essayer de répondre de manière plus concise parce que j'ai un rendez-vous. Ah oui, on va faire vite alors. On va commencer par la question de Ryusuke qui te demande. Alors, il demande. Ah oui, et donc est-ce qu'un doublage, je sais pas si t'en as déjà fait toi, est-ce qu'un doublage d'une version en 3D d'un film qui est en 3D va se jouer de manière différente d'un film 2D par exemple, que ce soit par rapport à certains sons comme le 5 points ou c'est juste un travail de mixage derrière? Oui, c'est un travail technique au son. D'accord. Pour le 5.1 ou pour d'autres trucs. Et pareil pour la 3D. Il y a pas, on travaille pas en 3D en fait, on travaille pas avec des lunettes et tout ça. Donc Oui, le film sera enregistré en 2D et sera adapté ensuite pour la 3D et pour les différentes salles qui vont diffuser. D'un point de vue, ce sera adapté d'une manière technique, mais ça change rien pour la synchronisation en fait. D'accord. Il nous demande aussi, enfin il nous dit aussi que tu as doublé donc pas mal d'animations, donc Last Exile par exemple, La Vie, Gundam 00, Louise. Est-ce que t'aimerais faire plus d'animations japonaises par exemple? Je me pose pas vraiment la question de est-ce que j'aimerais faire plus de ci ou plus de ça, parce que j'ai beaucoup de chance dans le sens où je fais déjà des choses très variées. Non, je continue à en faire des mangas, donc un peu moins qu'à une certaine époque, c'est vrai. J'ai pas vraiment de désir par rapport à ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'en ressens pas le manque puisque je continue à en faire. Donc voilà. Après, si j'en ai plus, j'en ai plus, tant mieux. Je suis contente. D'accord. Legba nous demande, y a-t-il un travail en matière de doublage que vous avez refusé et regretté d'avoir refusé par la suite, ou inversement un travail que vous avez regretté d'avoir accepté? Alors là, il faut pas confondre en fait le métier de comédien à l'écran et le métier de comédien de doublage. On n'a pas la possibilité de refuser quelque chose. Ouais. Enfin, ça marche pas comme ça. On se dit pas pour ma carrière, il faudrait que je fasse tel ou tel rôle. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. On attend que le téléphone sonne et quand il sonne, on est content et on accepte. Ce que là où on est amené à refuser, donc c'est en cas d'indisponibilité bien sûr, et puis aussi si c'est, on va dire une proposition un peu frauduleuse du genre travailler au forfait ou voilà, ce qui personnellement m'est jamais arrivé, mais si ça m'arrive, si on me propose ça, forcément je refuserai parce que je veux pas travailler en dehors des conventions qui régissent mon métier. Mais j'avoue que le seul projet pour lequel j'ai eu un peu des réticences et des doutes, c'est Les Feux de l'amour. Parce que j'ai fait Les Feux de l'amour pendant 5 ans. Et forcément, quand on propose quelque chose comme ça,
Quand on te dit est-ce que tu es disponible pour les 10 prochaines années, par exemple, tous les jeudis et tous les vendredis pour enregistrer Les Feux de l'amour, ou une autre série du même genre, on est forcément content parce que ça va signifier une certaine sécurité dans le travail. Donc c'est pas quelque chose qui se refuse. Mais après, personnellement, j'ai pas tellement aimé, en tout cas les premières années. Ensuite, je m'y suis un peu faite et j'ai trouvé ma marque, mes marques dans ce type d'exercice qui est très difficile. Et je pense que c'est le plus difficile qu'il existe pour un comédien, parce que on n'a rien à jouer en fait. C'est l'image d'elle-même n'est pas bonne, les comédiens sont pas bons, le texte est pas terrible. Enfin, il y a rien qui va. Donc il faut quand même arriver à se l'approprier et c'est hyper difficile. Donc j'avoue que j'ai eu quand même un petit soulagement quand ça s'est arrêté, parce que mon personnage est mort. Pas financièrement parlant, mais parce que j'y trouvais pas mon compte d'une manière artistique. Après, je m'amusais beaucoup et voilà, après les premières fois où ça m'a fait vraiment bizarre, les premières années plutôt, mais par la suite, je me suis beaucoup amusée. Donc, si on me repropose un rôle dans ce genre de série, j'avoue que j'aurais quand même une petite hésitation, mais il est sûr que je ne refuserai pas parce que je ne peux pas refuser de travailler. D'accord. Question simple mais pas vraiment posée, je trouve, donc de Hayden IQ qui demande: est-ce que vous avez déjà pleuré lors d'un doublage? Oh oui. Bah alors ça dépend parce que parfois non, mais de manière générale, si mon personnage pleure, je pleure. Si la situation est triste, je pleure. Voilà, il y a des scènes, notamment dans le jeu vidéo qui va sortir en mars. Il y a notamment une scène pour moi très prenante et très touchante où mon personnage pleure, mais pleure comme une merde, on va dire. Et j'ai pleuré comme une merde. Alors, pas en l'écoutant en original, parce que l'original était assez atroce à l'écoute. La comédienne ne savait pas pleurer, je pense. Donc, c'était... On commençait à avoir un petit frisson, et tout d'un coup, ça faisait... Et là, tu me dis, qu'est-ce que c'est que ce chat qu'on égorge? C'est horrible. Donc, il a fallu... voilà, mais en se mettant dans la situation, évidemment, j'ai pleuré. En réécoutant, évidemment, on a pleuré. Tout le monde a pleuré. Enfin bon, peut-être pas l'ingénieur du son parce que c'est un mec, mais il en menait pas large. Donc voilà, on arrive à, on a les émotions en fait, on joue les émotions et on ressent vraiment des choses. Donc et puis c'est beaucoup plus vrai si le personnage pleure, il vaut mieux en fait ressentir vraiment la tristesse et pleurer pour de vrai. Parce qu'on a des petits bruits mouillés, c'est mieux. C'est plus authentique. C'est plus authentique, voilà. Boundless nous demande: de quelle manière peut-on être repéré par un studio de doublage? Est-ce simplement lorsqu'un directeur de plateau tombe sur vous lors d'une de vos prestations en théâtre, par exemple? Ça peut être ça, c'est beaucoup ça. Ça peut être ça, oui. Ça va être du bouche à oreille, ça va, comme je le disais, via la base de données. Où le directeur artistique va se renseigner et puis va se dire bah tiens, j'ai jamais travaillé avec telle personne, ça me donne envie de la rencontrer. Et puis quand vous démarrez, quand vous êtes venu en studio pour assister, quand vous avez passé peut-être un essai, quand vous avez commencé à faire des petits rôles et des ambiances, le directeur artistique vous écoute et va par la suite vous repérer comme ça. D'accord. Et si vous a trouvé, par exemple, si jamais il vous a trouvé génial, il va en parler autour de lui, forcément. D'accord. Jojo MIB demande si tu as fait partie du groupe Gotowan, car selon lui, il dit que le groupe Gotowan avait fait la VF de l'anime El Hazard, et un des personnages ressemble à ta voix. Enfin, un des personnages a une voix qui ressemble à la tienne. Il se demande si tu faisais partie du ça ne m'est pas étranger. Mais alors, je suis pas sûre du tout parce que ça me dit rien là comme ça. Gotowan, ça me dit quelque chose.
C'était un groupe de doublage amateur à l'époque, au tout début, il me semble. Fait par Thomas C'est Guitare. pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, non, Et, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas moi. Ça doit être Geneviève Doang Oui, ou sûrement. Fanny Bloch. Il demande aussi s'il y avait d'autres comédiennes pour les rôles de Nina et d'Amalia, donc dans Gurren Lagann et Wakfu. Si oui, lesquelles? Et en gros, je pense aussi qu'il demande si tu as passé des essais pour ces personnages-là en particulier. Je ne comprends pas bien la question. En gros, il demande s'il y avait eu d'autres comédiennes qui étaient pressenties pour faire les rôles, par exemple, d'Amalia. Ah bah ça, je peux pas le savoir. D'accord. Je suis pas dans les secrets du casting, on ne nous dit pas tout ça. Donc aucune idée, malheureusement. Ça, il faut demander au directeur artistique ou au client. Mais voilà. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Bah en gros, est-ce que en gros tu as passé des essais sur ce Ah oui. sur ce Gurren Lagann, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'avoir passé des essais et c'était Wakfu l'autre? Ouais, Wakfu. Oui, c'est ça. Pardon, du coup, ça m'a perturbée cette question. Wakfu, oui, j'ai passé des essais et je pense qu'il y a eu pas mal d'essais qui ont été passés pour Wakfu, ouais. Mais je connais pas le nombre de comédiennes, ni leur nom, ni rien, parce que ça ne me regarde pas. En fait. Tout simplement. Mince Greta nous demande par rapport à Overwatch, donc tu fais la voix de Mei, est-ce que c'est un rôle qui t'a marqué, est-ce que c'est un rôle qui t'a beaucoup parlé quand tu l'as fait? Oh, je me suis bien amusée, oui. Et il demande aussi comment est-ce que tu as été dirigé pour parler chinois et comment certaines répliques ont été adaptées. Horrible, c'est horrible. Parce que moi, je parle pas du tout chinois. C'est pas du coréen d'ailleurs, c'est du chinois. Je sais pas du tout. Je sais même pas ce que c'est. Et en fait, alors on a gardé certains fichiers, je crois, ont été gardés en original. D'autres ont été adaptés. J'imagine avec un traducteur chinois qui a dû travailler sur le projet, ou coréen, ou je ne sais pas. Ouais. Pour moi, pour certaines petites phrases, c'est vraiment plutôt des mots. Je les ai reproduits en fait en écoutant la voix originale et j'ai essayé de faire pareil sans rien comprendre de ce que j'étais en train de dire. Donc j'ai essayé de mettre une intonation et de faire comme si je comprenais, mais je ne comprenais rien et je n'ai pas eu de coach de cette langue. J'ai pas eu donc j'ai juste essayé de reproduire comme quand on est en cours et qu'on écoute un truc et qu'on essaye de faire pareil quoi. Donc le résultat doit pas être top. Je suis désolée. Et pour terminer, Taiki Sensei nous demande comment as-tu été pressenti pour le rôle de Maliki dans l'adaptation du webcomic? Je sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. J'ai passé un essai et donc j'ai été choisie par le créateur de Maliki. Je pense que j'ai eu accès à cet essai parce que j'ai travaillé pour Wakfu et que c'était chez Ankama. Ouais. Voilà. D'accord. Mais voilà. Ok. Et là, du coup, l'interview est terminée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin? Un projet en cours peut-être? Quelque chose? Là, je suis en train de travailler sur un projet, j'en ai pas encore parlé. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, parce que ça vient de commencer, mais ça faisait quelques temps que c'était annoncé. C'est l'adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle Les Légendaires. Donc c'est apparemment quelque chose d'assez connu. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, donc j'ai complètement découvert cet univers que je trouve super chouette. Voilà, là c'est un projet en cours sur lequel je travaille. D'accord. Voilà, le petit mot de la fin, la petite exclue. Petite exclue sur la chaîne. Bien, merci à toi d'avoir accepté cette interview et je dis salut à tous, tous ceux qui nous ont regardés et voilà. Salut. Papa! Très bien. La prochaine fois que je dois aller faire une course, je te laisse le volant. On fera le tour du quartier. Et tu sors dans combien de temps? Dans à peu près 1h05 ou 10 ans.
Arrête, j'ai passé 16 ans de ma vie derrière toi en voiture, à regarder ton crâne se dégarnir cheveu par cheveu jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Je suis prête maintenant. D'abord, mes cheveux ne sont pas tombés, c'est à cause de la putette. Ça rappelle tous les poils de ma nuque. Et se mettre ton crâne?